Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Louis, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine, ça va? Ça va et toi? Très bien, merci de m'accueillir. Avec plaisir, ça me fait... on va expliquer aux auditeurs qu'on se connaît depuis très longtemps. Oh, oui, Parce qu'on a depuis Sciences Po. Ouais, depuis 2017 du coup, 2016 même. Ouais. Puisqu'on faisait du théâtre ensemble à Sciences Po. Tout à fait. Tu Sciences Po étais Grenoble. quand j'étais dans l'équipe du festival. C'est ça, t'étais en Ouais. 3e année, j'étais en première année. Ouais, c'est ça. Seule année de théâtre de ma vie, mais une des meilleures. C'est vrai? Ouais. T'en as pas refait depuis? Mais j'ai trop... Enfin, chaque année, je me dis, c'est sûr, l'année prochaine, je m'y Parce que j'ai remets. des bons souvenirs. Ah, j'adorais ça en Tu te plus. débrouillais bien? C'est vrai? Bah C'est oui. gentil. Maman, t'as entendu? Ok. Mais vraiment, il faut que je... Enfin, rentrée prochaine, je m'y remets. Je vais te laisser justement te présenter, Ouais. toi, tes activités artistiques, professionnelles. Explique-nous un peu tout avant qu'on déroule ton Voilà, parcours. ça va être très long. Non, bah écoute, moi je suis donc comédien et auteur et également metteur en scène. Voilà. C'est un monde, ce monde artistique demande aussi, en tout cas dans ses débuts, d'être multicasquette. Parce que, on va pas se mentir, le travail au début, il faut aller le chercher. Enfin, si on n'a pas ça, si on n'a pas faim, parce que le mythe de vous êtes attendu quelque part n'existe absolument pas. J'ai cru au début, hein. C'est vrai? Vraiment, mais c'est n'importe quoi quand j'y repense. J'étais là, je disais, je vais débarquer, tout le monde va faire, oh mon Dieu, c'est lui qu'on veut sur scène. Et absolument pas. Et donc, il y a ce truc aussi d'être très curieux et d'être dans l'exploration. Surtout quand on est un peu vert, voilà, frais dans ce métier. Il faut avoir cette curiosité d'aller ouvrir le maximum de portes au début. Parce qu'après, de facto, il y en a qui vont se fermer tout doucement. Parce que les opportunités aussi amènent ailleurs. Dis-moi, parce que je suis capable de parler tout le temps Non, vas-y, c'est le but. vraiment C'est le but, en moi, cycle fermé, et ça, c'est pas possible. J'ai pas de questions, je t'écoute, j'adore. Non, mais c'est trop bien parce qu'effectivement, on comprendra vite quand tu raconteras ton parcours à quel point toi t'es multicasquette, mais bien au-delà de l'artistique en plus. Mais c'est vrai que t'as toujours. Enfin, moi, quand je te connaissais déjà à Sciences Po, t'étais toujours la personne qui était engagée dans tout. Tu t'es toujours beaucoup investie dans plein de choses. Et je pense que c'est vachement ta personnalité, en fait, aussi, de juste t'intéresser à tout. J'ai pas l'impression que ça a été beaucoup une charge. Je pense que c'est aussi, oui, ma personnalité, c'est un truc un peu hyperactif. Je pense que c'est aussi une peur du vide. On va pas se mentir, on en parlait juste avant l'interview, la question de l'ennui. Et ce vide-là, et je crois que j'étais quelqu'un qui avait tout le temps besoin de remplir ce vide. Et en même temps, je trouve que du coup, le monde dans lequel je suis est intéressant. C'est notamment Louis Jouvet, grand metteur en scène et acteur du XXe siècle, parle justement de l'acteur qui passe du trop plein au trop vide. Ouais. C'est vraiment ça. On passe sur scène, devant la caméra, parfois derrière, des moments très intenses. Toi aussi qui as fait de l'intermittence, dans le côté prod évidemment, mais il y a ce truc, et tu as connu les JO, donc ça te parle, ce truc de vraiment mais à fond quoi, à fond, tu comptes pas tes heures, limite t'oublies de manger, et d'un seul coup... Et c'est affreux, ouais. C'est hyper dur à gérer. C'est des petits deuils. Ouais. Vraiment, littéralement, il y a un truc de petit deuil. Et j'expérimente, et je crois que c'est vraiment Après, on vit tous les choses différemment. Moi, je sais que c'est ce point-là qu'il faut vraiment que je travaille. Mais c'est hyper dur à gérer, hein. Je sais qu'il y a beaucoup notamment de chanteurs quand ils finissent une tournée, qui derrière ont une remise en question, mais qui peut durer des mois. Bien sûr. Parce qu'en fait, t'es à fond, t'as un public tous les jours. Alors, je pense que ça le fait aussi sur scène. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'interviewer des musiciens. Je suis très honorée du coup, merci. Non, mais j'adore. Enfin, justement, j'essaie d'avoir le plus grand panel de personnes possibles, des sportifs aussi. Mais je pense qu'on se rejoint tous sur un point, et quand j'y on, c'est de manière générale les passionnés, ce truc du lendemain de l'événement que tu as attendu pendant des mois. Pas parce que tu l'attends plus, mais qu'est-ce que tu attends après? Il n'y a plus rien. C'est ça qui est fou. Et oui, j'ai vu, on en parlait, j'ai vu que tu avais notamment donc, interviewé Jim Boer et Charlotte, que je connais aussi, Charlotte Mazet. Et parce qu'il y a ce truc... alors, je ne veux pas parler de ce que je connais moins bien, mais j'ai l'impression encore plus dans le métier de comédien, peut-être que chanteur, où il y a cette question de tournée qui peut durer X temps et qu'on peut prévoir un minimum de temps en avance, même pour les festivals, ils demandent une programmation un peu en avance. Comédien,
on peut avoir un tournage et après, plus rien. Ouais. On peut avoir un casting et après, une fois que le tournage est terminé, il n'y a plus rien. Et même chose pour le théâtre. On sait jamais... C'est bon. Ça va le faire. Ok. Si vous avez entendu du bruit, j'ai oublié d'éteindre ma machine à café qui s'est donc éteinte pendant l'interview. Parce qu'il y a un café qui se fait automatiquement, c'est ouf. Et donc, voilà. Et donc, il faut réussir à gérer ça. Ouais, et c'est hyper compliqué. Ouais. Et je pense qu'en plus, peut-être effectivement plus au théâtre, parce qu'en vrai, un musicien, il termine sa tournée, la scène va lui manquer, mais il peut recommencer à prendre sa guitare dès le lendemain, à composer, etc. Au théâtre, bah, t'as quand même... Alors, tu peux toujours faire des choses tout seul, mais t'as quand même généralement besoin du groupe autour, du projet, de la scène, en fait. Tu vois ? Et c'est moins facile à faire seul chez toi. Enfin, tu vois, tu peux écrire chez toi, tu peux peut-être t'entraîner un peu, mais t'as besoin des copains pour faire une pièce, tu vois. Bien sûr. C'est un truc de groupe. Bien sûr, c'est un truc de groupe. Et c'est aussi vraiment les deux plus grandes angoisses d'un comédien. C'est que ça ne commence jamais ou que ça se termine d'un coup. Ouais. Et j'ai cru, encore une fois aussi innocemment dans les débuts, que cette angoisse-là, elle dure. Enfin, c'est vraiment au début, en fait. Mais pas du tout. On a eu récemment, là, je dis on parce que c'est aussi dans le cadre de ma formation, parce que je me forme toujours à côté aussi pour travailler mon comédien, vraiment pour travailler mon outil. J'ai assisté à une masterclass avec Jean Dujardin. Bon, voilà, énorme. Jean Dujardin, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Immense acteur, évidemment. Immense acteur, oscarisé, l'un des rares. Et on se dit, bon, bah, lui, c'est bon. Mais non, en fait, les angoisses sont là, quoi. Donc même au sommet, parce que c'est le sommet, on a peur. Ouais. Donc il faut... Maintenant, je suis passée dans une stratégie où genre, je suis en mode, la peur, viens t'asseoir à prendre un café. Ouais. Vraiment, viens, on va discuter ensemble. Et pas, reste dehors, je veux pas te voir. Oui, ça c'est hyper intéressant. Enfin, en vrai, il faut on le déroulera du coup petit à petit en même temps que ton parcours, mais ça c'est un truc qui revient tout le temps. Et genre, vraiment dealer avec la peur au quotidien, c'est hyper dur dans ces carrières-là, quoi. On reprend un petit peu ton parcours. Donc toi, dans quel contexte t'as grandi ? Est-ce que t'avais des parents comédiens, un univers artistique autour de toi ? Le petit Louis est né en 1993 à Metz. Alors non. Mes parents ne sont pas comédiens. J'ai un père pilote de ligne et une maman professeure de biologie qui à la base a fait de la recherche en biologie. Elle travaille pour Ifremer notamment. Okay. Voilà. Donc on est très très loin, très très loin du monde artistique. Donc j'ai grandi avec des parents extrêmement aimants. J'ai passé ma best life enfant. Faut pas que je parle anglais si je sais pas le parler. Best life. Vraiment, j'ai eu des parents. En plus, j'étais fils unique. Donc extrêmement attentionné. Un papa qui jouait tout le temps avec moi au Playmobil. Enfin vraiment genre trop cool. Mais par contre, c'est vrai que ce côté artistique, moins. Même si j'ai eu des parents qui m'ont élevé quand même avec les films français, Audiard, notamment avec tous les Audiard, tous les dialogues aussi, la 7e compagnie évidemment pour les plus connus. Donc j'ai eu cette éducation-là. Mais c'est vrai qu'on allait peu au théâtre, très peu au théâtre. En plus, du coup, si t'étais, donc tu disais que tu étais à Metz. Oui. T'as pas accès aussi à la même vie culturelle que quand tu grandis à Paris. Alors, attention à ce que tu dis. Non, mais... J'adore Metz. C'est vrai, c'est joli. Pire, je me suis retrouvée à Noirmoutier, parce que je suis née à Metz, mais je suis très rapidement partie à Noirmoutier, parce que je suis originaire de là-bas. Bon, l'île de Noirmoutier, il y a un indice, île. C'est absolument... Enfin, moi, pour rien au monde, je changerais ma vie là-bas. Et là aussi, j'ai passé une vie incroyable. À Noirmoutier, quand on a 6 ans, 6-7 ans, les parents ils laissent aller faire du vélo dans la rue, quoi. C'est fou. Mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Là, tu cultives l'ennui, justement. Et voilà. On cultive l'ennui, on cultive ce truc de savoir s'amuser aussi seul. Et en même temps, il y a 2 temps aussi sur une île. Il y a le moment de l'hiver où vraiment on donne des prénoms aux mouettes tellement on se sent seul. Et l'été, où genre il y a des masses de gens qui arrivent, et on retrouve d'ailleurs les poteaux de l'été d'avant, et on va faire des feux de camp sur la plage. C'est vrai. Donc il y a vraiment ces 2 temps-là, qui sont cool aussi quand même. Et tu connaissais du coup la redescente des moments d'euphorie ? Oui, putain, c'est vrai ça. J'ai jamais pensé, mais grave.
Enfin, je me dis, après l'été, tu vas Grave, vivre ça. complètement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je fais une séance de psychologie en Oui, même temps. c'est hyper intéressant. Et du coup, à quel moment tu t'es dit... Enfin, parce que moi, quand justement je t'ai connue à Sciences Po, t'étais un excellent comédien et tout. Moi, dans ma tête, t'avais Arrête. fait ça toute ta vie. Non, mais Tu je te recevras jure. ton chèque à la fin de la journée. Non, mais en plus, tu nous encadrais un peu à ce moment-là, t'animais des ateliers. Enfin, pour moi, en vrai, je découvre maintenant que t'as pas commencé le théâtre à 5 ans. Tu vois. Et du coup, je me demande à quel moment t'as eu envie de le commencer sans dire d'en avoir la possibilité, mais à quel moment tu t'es dit j'aimerais quand même le faire si je le pouvais. Très jeune, j'ai eu cette sensation de la scène. Il y a une vidéo que mes parents regardent des fois. J'avais 5-6 ans, c'est le fameux spectacle de fin d'année. Mon père m'avait dit « Louis, le plus important, c'est saluer le public. Il faut toujours remercier son public. » Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On ne me sortait plus. Je faisais le salut, je revenais sur scène. La maîtresse d'école vraiment m'a arraché avec le bras parce que j'étais là. Merci. Tout seul. Merci. Tout seul. Tout le monde était mort de rire. Dans la vidéo, tu entends tout le monde mort de rire. Moi, je suis là. Non, j'ai pas encore salué. Et j'avais même pas 6 ans, 5 ans peut-être. Après, je me souviens avoir fait des stages de théâtre pendant les vacances. J'en ai fait quelques-uns. Mais c'est vrai que l'atelier de théâtre de Sciences Po a vraiment, pour moi, confirmé ce truc. Ça m'a confirmé ce truc de la scène. Et ça, et un stage au cours Florent, je leur fais de la pub. Mais bon, je vais pas recevoir de chèque pour le coup. Et je me souviens très bien d'un stage. On en a souvent parlé des cours Florent ici. Ouais. Et je me souviens de la fin de ce stage, et je me souviens d'avoir été presque en larmes, d'avoir vécu un truc un peu métaphysique. Genre, je sortais de scène, et je me souviens, et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, mais de joie, de tristesse, de plein de trucs, et je me suis dit, waouh, mais je veux faire ça. Et ça s'est confirmé, j'irais à 20-21 ans. Ah oui, donc assez tôt, quand même. Enfin, c'était pas un truc d'enfant, mais quand tu nous raconteras justement tout ce que tu as fait après tes 20 et 21 ans, tu l'as su quasiment dès le début. Je l'ai su, oui. Je l'ai su. Dès enfant, ça me plaisait, mais j'étais pas là à me dire que j'allais en faire un métier. Parce que pour moi, ça n'était pas un métier. C'est vrai que j'avais ce truc-là, et je le vois aujourd'hui, maintenant que je suis un peu de l'autre côté. On voit des acteurs à la télé, on se dit, mais c'est comme si c'était pas réel, en fait. C'est pas réel. Mais en fait, c'est leur vie. C'est leur métier. Et moi, j'avais un truc, non, on peut pas gagner sa vie, on peut pas vivre de ça, ça n'existe pas. Et c'est à partir de ce stage au cours Florent, j'ai commencé à me professionnaliser, en tout cas, j'ai commencé à entrevoir ce truc-là. Je me suis dit, mais si, en fait, je crois que je voudrais faire ça. Et du coup, avant ça, comment tu choisis justement, quand tu es sur l'île de Noirmoutier au lycée et tout, comment tu choisis justement tes études En fait, comment tu définis ton parcours scolaire avant de te dire c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie? Alors, avant ça, il y a un truc qui a été peut-être aussi assez fondateur pour moi, c'est que j'ai vécu à l'étranger. J'ai passé une partie de mon collège en Espagne, j'ai vécu 2 ans là-bas, et j'ai passé mon bac au Qatar. Donc il y a un premier truc d'ouverture, vraiment ce truc... c'est pas pareil de voyager et de vivre dans le pays, c'est pas la même chose. On approche du truc, mais c'est pas pareil. Donc c'est ce truc de se confronter à d'autres langues, d'autres cultures. Donc déjà, ça m'ouvre l'esprit et je pense que ça m'éveille quelque chose de très curieux. Ouais, de cette volonté j'arrive dans un endroit, je veux comprendre ce qui se passe et qui sont les gens. C'est pas juste des figurants, c'est des gens qui composent. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un reportage à la télé que je vois où ça parle de Sciences Po Paris. Je suis au lycée. Je sais pas trop quoi faire de ma vie. Alors ça, c'est vraiment un truc très français. On te demande dès le collège, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais je les ai appelés les orientateurs. Les profs d'orientation. Ouais. Ça, je trouve ça extraordinaire, les profs d'orientation, surtout ceux qui n'ont fait que prof. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis ailleurs et ils sortent les petites fiches, comme ça, tac, tac. Et ces fiches-là, elles sont sorties en fonction de tes notes. Ah, c'était bon en maths ? Bien, tu vas faire ingénieur. Oui, mais j'aime bien le français. Oui, non, mais ingénieur. Et donc déjà, il y a ça, déjà. Et je suis un peu perdue. Et je vois en Sciences Po quelque chose de général, de très généraliste. Je me dis, je vais faire ça.
Je me souviens encore. Ça va te donner un peu mon niveau scolaire. Je vais voir mon prof d'éco qui avait fait Sciences Po Grenoble. Ok. Mais à ce moment-là, t'es au Qatar, du coup? À ce moment-là, je suis au Qatar. Je suis au lycée qatari de Bonaparte. C'est quand même marrant de tomber sur un prof qui a fait Sciences Po Grenoble au Qatar. C'est fou, hein? Ouais. Tout à fait. Et je me souviens très bien, je vais le voir et je lui dis, voilà, monsieur, je sais ce que je veux faire. Donc il était comme ça, avec sa grosse voix, il fait, ah, dites-moi. J'ai dit, je veux faire Sciences Po. Et je me souviens, il fait, écoutez, monsieur Emery, Sciences Po est réservé à une certaine élite, je vous conseille d'aller voir ailleurs quand même. Oh, la violence de cette phrase. Et je suis sortie, j'ai fait, ok, bah je vais le faire. Vraiment, j'avais ce truc-là. C'est le meilleur moteur, en vrai. J'ai dit, ok. Et j'ai fait une préparation. Non, mais en même temps, je comprends. Je ne soutiens pas du tout les propos, mais j'avais vraiment 9 de moyenne générale, quoi. Enfin, j'exagère, mais j'avais peut-être 10. Et Sciences Po, effectivement, c'était la première de la classe ou le premier de la classe, quoi. Je fais une prépa pendant 1 an et j'ai été pris à Sciences Po Grenoble. Et donc, ça commence comme ça. Sciences Po, j'apprends plein de trucs, c'est génial. Ah, mais c'est trop cool. Sciences Po. En vrai, c'est trop bien. Enfin, moi, je peux que le conseiller parce que même pas tellement en termes de... C'est sûr que t'apprends pas des... Pardon, du coup, j'ai fait un aparté au milieu de ton truc. Non, vas-y. Mais je pense qu'on peut pas dire qu'on apprend des compétences hyper techniques comme dans une école d'ingénieur et tout. Mais c'est une espèce d'ouverture d'esprit sur le monde. Totalement. Où tu t'intéresses à tout et on... En fait, moi, j'ai pas l'impression qu'on m'a donné plein d'infos alors qu'on m'en a donné, mais c'est plus qu'on m'a appris à aller chercher les infos sur ce qui m'intéressait. Totalement. Et du coup, on t'apprend des trucs qui te serviront toute ta vie, même si tu te rappelles pas du contenu de tes cours magistraux. Complètement. Moi, j'ai adoré ça. Et avoir cet esprit critique. Ouais. On me donne une information, je vais aller la chercher. Clairement. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vraiment ce truc-là. J'ai vraiment adoré ces études-là. Et puis l'ambiance et tout. Donc ça commence comme ça. Et je me souviens d'ailleurs très bien, je ne sais pas si toi, tu avais eu le droit au discours d'ouverture avec le directeur. Et je me souviens très bien de ses premiers mots, c'était « Vous êtes l'élite ». Ah, je me rappelle. Tu t'en rappelles de ça? Ça m'avait foutu une pression monstrueuse en vrai. C'est fou. T'arrives, t'as 18, 19, 20 ans. On te dit « Vous êtes l'élite ». Waouh. Alors déjà, ton ego, il est comme ça. Et donc, du coup, tu te dis « Bon, bah, je vais porter cette élite ». Et donc, ça continue comme ça. Et je vais faire mon Erasmus en Espagne. Et je reviens et je fais cet atelier. Fin d'année, je fais cours Florent et tout. Puis je me dis, ah putain, je crois que c'est peut-être ça que je veux faire en fait. Je pense qu'on est tous des familles différentes. Mais moi, j'entends une vraie réticence. Ah oui. J'entends non, c'est pas une vie. Fais Sciences Po, termine Sciences Po, et un métier. Puis après, si tu veux le faire, tu le feras. Mais voilà. Donc du coup, je continue. Et puis ensuite, je fais... ça va? Je suis ou pas? On est très bon? Bien. Je continue tranquille? Très bien. Parce que vraiment, j'insiste sur ce sujet-là parce que je suis en train d'écrire une pièce, justement, sur la question de la famille et des choix de vie. Ok, oui. Je m'inspire aussi notamment de Sophie Galabru, qui est une philosophe aussi qui a énormément traité du sujet de la famille. Et c'est fou comme, pas forcément de manière totalement consciente et volontaire, mais comme les parents influencent nos vies. C'est vrai, hein? Oui, c'est évident. Et je me souviens de quelques amis, quand j'étais plus jeune, autour de 20 ans, certains qui me racontaient qu'ils avaient fermé la porte à leur famille, qu'ils leur parlaient plus, et je voyais ce rejet, et ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Moi, j'étais là, ils sont pas bien, ils sont fous. Et aujourd'hui, je les comprends. Oui, parce que t'as des familles qui te foutent trop la pression, en fait. Oui, complètement. Donc, du coup, je continuais à faire ce qui devait être fait. Et puis ensuite, j'ai fait attaché parlementaire. Donc, je suis arrivé... hasard du calendrier. Je commence mon travail d'attaché parlementaire en février 2020. Meilleur moment. Février 2020, auprès de monsieur Stéphane Buchou, que je salue s'il m'écoute. Et donc, évidemment, en mars 2020, confinement. Alors, ça va, j'étais bien placée, j'étais à Noirmoutier. Hein. Oui. Voilà. Il y a pire. Attaché en région, on n'est pas trop mal.
mais punaise, on n'était pas prêts, quoi. Ouais. C'était fou. Mais en plus, sur une île, quand tout se coupe, t'es Bien sûr. vraiment isolé, pour le coup. Une île vendéenne. Ouais. Les Vendéens ont un caractère, mais c'est un truc de fou. Et en même temps, je suis très fier de la Vendée, et c'est une terre d'auto-entrepreneurs, de gens qui déterminés, c'est beau, mais punaise, des fois c'est dur. Et lui, il était responsable de la circonscription littorale. Hein. Donc on allait voir justement Robert, patron de bureau de tabac, qui venait, qui demandait à voir le député. Parce qu'à qui on pense en premier, c'est le député. Et certains, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que certains disaient, mais de toute façon, ils chuchotent à l'oreille du président, donc c'était limite, tu diras à Macron, parce que là, ça va pas être possible, tu lui dis, hein. Ouais. T'inquiète. Et en fait, il y avait ce truc de... Et c'était dur, parce que, en vrai, on gérait rien. Enfin, quand je t'entends là, c'est que on gérait au quotidien. On n'avait pas de recul. Juste, on bricolait chaque jour. Et en face de nous, on a des gens qui disent j'ai une solution tout de suite et à long terme, parce que là, je perds de l'argent. Et en parallèle de ça, je faisais campagne pour les municipalités à Noirmoutier. En tant que maire, du coup ? Non. Je faisais partie de la liste. Ah, voilà. Et j'étais chargée à la culture. Donc, j'ai eu vraiment ce pied en politique à fond, quoi. Oui, à ce moment-là, le théâtre est sorti un peu de ta tête et tu fais une vie en politique. Voilà. Il était très, très loin. J'y pensais un peu, mais il était très, très loin, très, très loin. T'en faisais plus du tout ? Alors, si, j'en faisais un petit peu. J'en faisais au amateur semi-pro au théâtre de Chaland, qui était le théâtre, on va dire, à côté. Et donc ça, non, je le faisais, mais c'était de loin. Et évidemment, pendant la période Covid, là, 2020, c'était mort. Oui, là, j'ai envie de te dire, tant mieux que t'aies pas commencé le théâtre en 2020, ouais. Pour le coup. Mais j'ai une de mes meilleures amies, Marion Cadeau, que je salue et qui fait partie de celles qui m'ont inspirée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je me souviens, la pauvre, elle était en dépression. Hein. Ah oui. Oh, punaise. Et je pense que je me rendais pas compte à quel point. Mais oui. C'est sûr. Et en plus, il y avait vraiment un truc de je sais pas si tu te souviens, ce truc de premier de cordée et d'emploi utile. Ouais. Les gens utiles. Bon, bah, soit tu faisais partie des gens utiles, soit t'es de l'autre côté. Et on sait ce que ça veut dire. Et je pense que pour la plupart des artistes, ça a dû être une crise existentielle monstrueuse. Je sais que Grand Corps Malade avait fait une chanson là-dessus sur le je suis pas essentiel. Bah, c'est ça. Et... Oui, c'est ça, essentiel, exactement. Et en vrai, c'est vrai que c'était atroce parce que, je veux dire, rationnellement, je comprends ce que ça voulait dire, pas essentiel. C'est juste, est-ce que tu assures la survie de quelqu'un ou pas ? Mais après, ça pose toute une question philosophique autour de, mais est-ce que la culture, c'est pas ça qui te permet de survivre aussi, et pas, de vivre et pas de survivre ? Enfin, en fait, ça a soulevé plein de débats hyper intéressants. Bien sûr. Tu vois. Mais l'art est inutile et c'est pour ça qu'il est indispensable. Exactement. c'est parfait. Je ne connaissais pas cette phrase, mais... C'est la noblesse de l'âme, l'art. Et forcément, en cas de guerre, en cas de conflit, en cas de crise, c'est vraiment le dernier couteau, quoi. Sauf si c'est pour remonter la morale des troupes. Hein. Là, on fait appel à des artistes. Mais oui, parce qu'on se heurte aussi à quelque chose de vital. On se dit, ok, quel est vital ? Qu'est-ce qui est vital ? Et on pense ensuite à manger, boire, survivre, en fait. Oui, je pense qu'à ce moment-là, toi, tu l'as vécu encore. Enfin, moi, je le voyais à la télé, toi, tu l'as vécu sur le terrain. Je veux dire, quand tu es attaché parlementaire en mars 2020, tu ne peux que voir. Et en vrai, je pense même comprendre que en fait, là, la priorité, ça va pas être de réouvrir les salles de spectacle tout de suite. Totalement. Mais par contre, tu es quand même confronté à... tu sais pas où on va et tu te poses plein de questions, quoi. Complètement. Ça devait être une sacrée période. Ouais, c'était costaud. C'était costaud. Vas-y, continue sur ce que tu faisais à ce moment-là. Je te laisse reprendre le Je te laisse gérer le timing, hein, parce que je pense à toi et ton montage. T'inquiète. Donc ensuite, c'est pas un problème le montage. Quand même, pas pour moi, mais pour toi, ça va l'être. Donc, je continue comme ça, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, attaché parlementaire, je me sens... plus vraiment peut-être à ma place. En tout cas, je sens que il y a des frictions, même avec l'équipe. Je me dis je pense que j'en ai fait peut-être le tour et qu'il est temps d'aller ailleurs.
Et je me dis, c'est d'abord mes parents, me disent Léna. Alors Léna, ouais, ouf, Léna quoi. Comment je rentre là-dedans? Déjà, Léna, même quand tu as fait Sciences Po, tu connais personne qui... Enfin, moi, je connais personne. Tu es la seule personne, en fait, que je connais qui soit allée à Léna. C'est chaud. Et on est en réforme. L'INSP va bientôt arriver. Hein. Le changement de nom va arriver. Et je vois qu'ils proposent 2 formations sélectives, mais avec un parcours un peu atypique. L'une sur le droit européen, qui va former alors des lobbyistes évidemment, ou aussi des juristes en européen, ou des fonctionnaires européens aussi. Je dis ok, je regarde ça, pourquoi pas. Et de l'autre, gestion de risque. Master prévention et gestion territoriale des risques, qui forme des risques managers dans différents domaines. Ça peut être domaine technologique, industrie, pas risque financier par contre, mais tout ce qui est risque naturel majeur notamment. Et je vois surtout le naturel qui me parle. À ce moment-là, je travaille pour le député, je travaille aussi sur la question du recul du trait de côte, qui est un sujet en Vendée très important. Je viens d'une île où plus de 70% du territoire est sous le niveau de la mer. Des Noirmoutins, on sait ce que c'est de se battre contre la montée des eaux. Ça me parle, je suis toujours élu. Je dis, on va essayer. Je postule, il y a un grand oral, donc il y a une présélection, un grand oral, et je me souviens encore, je reçois le mail, félicitations. Sans deck. Tu vérifies l'adresse mail, c'est pas un spam. Sérieux ou pas? Parce que ça, ok. Et du coup, je remercie le député avec qui j'ai travaillé, et je pars. J'arrête le contrat, on arrête le contrat là, et moi je pars à Strasbourg, étudier au sein de l'ENA. Alors, je rentre, et les premiers mots sont « Vous êtes l'élite ». Ah mais je l'étais déjà il y a 5 ans. Attends, mais on me l'a déjà dit ça. Tu serais pas le poteau à... Et là, foum, à nouveau ce truc-là d'élite. Et là, je fais OK. Et c'est vrai que quand tu rentres dans le hall, tu vois tous ces portraits, parce que depuis 91, hein, c'est au sein de Strasbourg, parce que c'est Edith Cresson qui avait déplacé l'ENA pour une question de décentralisation. Et donc c'était à la commanderie de Strasbourg, un très beau bâtiment. De mémoire, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 17e siècle, qui était la commanderie générale au niveau fluvial pour l'entrée de Strasbourg, au niveau des bateaux, etc., qui avait servi aussi de prison. C'est l'une des dernières prisons aussi de femmes là-bas. C'était une prison de femmes avant de devenir l'ENA qu'on connaît, puis ensuite l'INSP. Et on rentre dans le hall, on voit tous ces drapeaux et tous les portraits. Et on dit « Ah, lui était président. Ah, lui était ministre. Ah, lui je l'ai vu. » Et on a ce poids de l'institution qui est écrasant, en fait. Je commence la formation et en vrai, c'est super intéressant. Mais on rend compte de tout. Ça, par contre, c'était fou. Du préfet de Savoie, en passant par la sous-préfète d'Indre. Puis ensuite, on repasse sur un spécialiste en risque aviation. Hyper intéressant. Puis ensuite, on part sur les risques naturels majeurs. Petit clin d'œil même, il y a un prof, et là je me suis levée, j'ai fait une hola, qui a parlé de Noirmoutier dans son truc. C'est vrai. Allez, on est là. Et moi, c'était associé au mot risque naturel majeur, mais... mais c'était ouf quand même. Oui. Et je sens que c'était super. Et du coup, ça me nourrissait aussi en tant qu'élu municipal. Parce que j'arrivais aussi avec ce bagage-là au sein des réunions de majorité et des réunions des conseils municipaux. Des conseils municipaux. Et la conjugaison, Louis. Et c'était super. Et en même temps, j'avais toujours cette sensation d'être pas tout à fait au bon endroit. Alors, la sensation, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, cette question-là. On se voit à côté de soi. C'est terrible. Ouais. C'est terrible de se voir à côté de soi. C'est-à-dire qu'on se voit, et on se dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu tapes. Je dis, mais non, il y a un petit truc qui... Et donc, j'ai toujours cette sensation-là. Et je décide, du coup, un peu comme une école buissonnière, sur tout mon temps libre, de faire 2 choses. 1, l'improvisation. Je m'inscris aux improvisateurs de Strasbourg. L'Alsace est une terre d'improvisation. Et gros big up aux improvisateurs, notamment à Pierre Hunsinger, qui m'a appris le goût de la scène, et le goût du risque et le c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est que de l'impro. Et ce truc d'enfant. Quand on est enfant, on a un vélo, on prend un petit truc en plastique, on le colle au rayon, ça fait une moto. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et on est sur notre moto.
Et on va voir les meufs. On fait, tu veux monter? Non, mais il y a ce truc de, on y croit à fond, quoi. Oui, on y croit à de pain, fond. c'est un bateau. Enfin, en vrai, c'est ça, c'est fou. exactement. Ouais. Et il y a ce truc de, waouh. Et ça, on le perd. On le perd parce qu'on nous dit, assis-toi, écoute, réfléchis avant de parler, ne dis pas n'importe quoi, assis-toi. On m'a beaucoup dit ça, assis-toi. J'étais tout le temps debout à l'école, j'étais comme ça, j'étais tout le temps debout. Et les improvisateurs me redonnent ça. Donc, bref. Et match d'impro, alors match d'impro, j'adore. Donc, je fais ça. On a des spectacles régulièrement, tout ça. Et l'autre temps libre que j'ai, c'est pour mon livre. J'écris depuis l'âge de 20 ans. J'écris un peu ce qui vient. J'ai un immense puzzle en face de moi. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais de ce puzzle-là? Est-ce que je prends les pièces, je les rassemble et j'écris. Une petite question dans la question, mais t'écris comment? Est-ce que t'écris sur papier, t'écris sur ton ordi, c'est les notes de ton iPhone? J'adore parler aux gens qui écrivent de ça. Beaucoup d'ordi et de papier. Ok. Ouais. Et surtout pas chez moi. Dans un café ou ailleurs, mais pas chez moi. Ouais, c'est ton moment à toi, quoi. Ouais. Je mets de la musique, parce que j'écris pratiquement que en musique. Et je pars de moi, tout le temps. Tout le temps, je pars de moi. Je fais pas le chemin inverse. Je parle toujours de moi et je fais plus ou moins de distance. Trop bien. Et vraiment, c'est fou, quand j'y repense, c'est quand je faisais ça, j'avais l'impression d'être un pirate. Je me souviens même avoir écrit l'un des derniers chapitres à l'ENA, dans la bibliothèque de l'ENA. Et j'ai l'impression d'être un pirate. Et les gens, ils me regardent et je vois tout le monde. Et ça me nourrit. Ça me crée un truc un peu de provocateur, en mode... je les vois tous très carrés, à faire des procédures, à faire des schémas, des parties, grand 1, grand 2, grand 3. Moi, je suis en mode, je m'en fous. Je vais faire un peu de tout. Je vais mettre un peu de théâtre, un peu de machin. Bref. Donc, je fais tout ça. Et je pars en Martinique. Je pars en Martinique dans le cadre de l'ENA, dans le cadre de cette formation thèse professionnelle. Et je pars en Martinique auprès de l'état-major de zone. Donc l'état-major de zone, c'est la sécurité civile. Hein. La sécurité civile est un organe du ministère de l'Intérieur, l'un des plus vieux d'ailleurs, de secours à la personne. Et il est composé de sapeurs-sauveteurs, aussi formisques, qui sont là pour intervenir sur des terrains extrêmement chauds. Notamment sauvetage des blêments, dès qu'il y a un tremblement de terre, un tsunami. C'est les hélicoptères rouges et jaunes qu'on voit aussi. Et donc, c'est eux qui gèrent aussi les Canadair. On a les pilotes de Canadair aussi qui font partie de la sécurité civile. Super intéressant. Super intéressant. Ça rentre dans le cadre de ma thèse de recherche de comment les personnes qui gèrent le risque ressentent les risques naturels majeurs. J'en profite pour aller faire toutes les plages de Martinique. Franchement, on est bien. C'était pour gérer le risque, hein. Pour le travail. Hein. Évidemment, pour le risque. Partout pour le risque, t'inquiète. Non, c'était fou. Ça allait quand même. Ma navette, c'était pas un bus, c'était un bateau que je prenais pour traverser des 3 îlets jusqu'à Fort-de-France. Le retour à Paris, il a dû être violent. Ouais. Ouais, c'était chaud. Et en même temps, j'ai eu cette sensation de partir, d'avoir fait ce que je devais faire. La Martinique, on en parlait juste avant, est un pays extraordinaire. Les Martiniquais sont des personnes extraordinaires. Mais évidemment, il y a quand même cet écart métropolitain. Alors j'avais cette stratégie qui était de dire, bon, moi je suis ilien, insulaire. Donc déjà, ça passe. Et élu municipal. Donc il y avait un truc de proximité qui me sauvait un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même cette distance qui était parfois, qui devait être gérée. Mais en tout cas, et pareil, je me souviens aussi, à l'EMISA, j'écris sur plein de choses, pareil. Je cherche le titre de mon livre. Je me souviens, je pense à notamment qui est devenu un ami, un sapeur-sauveteur qui est devenu ami, qui s'appelle Yannick, qui avait fait avec moi tout un schéma pour essayer de trouver le titre de mon livre, qui m'avait soutenu. Il comprenait pas trop tout ce que je faisais. Il était là, mais t'es là pourquoi en fait? Et moi j'étais là, je sais pas. Oui, toi à ce moment-là, tu savais pas vraiment. Enfin... Non, et c'était bizarre parce que, alors le matin, je travaillais sur ma thèse. Enfin, il y avait vraiment du boulot le matin. Mais l'après-midi, c'était le palais des gens qui font semblant. Ouais. Donc là je vais arrêter de donner des noms mais je veux dire je le voyais, je l'observais parce que j'adorais ça, observer. Tu comprends ça, tu es de nature curieuse
Et c'est fou comme il y a des gens, ils sont passés maîtres dans l'art de faire genre, ils font des trucs alors qu'ils font rien. Ils sont trop forts. Ouais. Et ça, tu fais, arrête, Janine, on t'a grillé, c'est bon. Ça commence à se voir. Ah ouais, ça commence à se voir de ouf. Donc du coup, moi j'écrivais en fait, et je me posais plein de questions. Et quand je me souviens très bien d'un dernier moment, on était donc mon meilleur ami Thibaut me rejoint en Martinique. On fait le tour de l'île. Moi, je dis un peu au revoir à tout cet univers. Et je me souviens très bien, je fais un spectacle parce que j'étais du coup inscrit à l'improvisation là-bas, et je fais un spectacle au Martinique Comedy Club. Le spectacle se passe super bien. Vraiment, et vraiment un petit café-théâtre comme on aime, tu sais, avec 50 places maximum et bonne ambiance. Et je rentre, on prend un verre, et moi je rentre un peu plus tôt. Parce que j'avais ma voiture, et je rentre au logement, et puis je m'assois dehors, et je me mets à pleurer. Mais très fort, très très fort. Et est-ce que de base t'es quelqu'un qui pleure ou en plus Oui, un petit peu. Des fois, je suis un peu Madeleine romantique, artiste torturée. C'est pas la première fois de ta vie que tu te mettais à pleurer. Non, c'est pas la première fois que je me mets à pleurer. Mais là, je pleure longtemps et ça, c'est bizarre. Et je me souviens, et je me répète cette phrase, j'y arrive plus. On est dans l'intime, là. Et je me répète, j'y arrive plus. Et Thibaut, donc mon ami, et l'autre ami Yannick arrive à ce moment-là. Moi, j'essaie de cacher mes larmes, mais j'y arrive pas vraiment. Et je me remets, et je dis, j'y arrive plus, en fait. J'arrive plus à faire semblant. Je n'aime pas ce que je fais. Ouais, t'as l'impression de mentir. Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression de me mentir. Et dans ce cas-là, quand on réalise qu'on se ment, il y a deux solutions. Soit on se dit, c'est rien. On prend des Doliprane, et puis on continue. Soit on décide de faire autre chose. Et quand on décide de faire autre chose, si on fait un pas en arrière, c'est un coup de couteau qu'on se met tout seul. Quand on engage ce truc-là, après on vit tous les choses différemment. Moi, quand je l'engage, je me dis, ok, là maintenant, j'ai plus le choix. Je sais pas vraiment, hein. Enfin, je dis ça, mais on est en Martinique. J'ai 30 ans. Enfin, je vais avoir 30 ans dans pas longtemps. Tu viens de terminer une des plus grandes écoles au monde. Oui, oui, c'est vrai. Et je suis encore élu municipal. J'arrive à tenir le truc en distanciel. Mais j'arrive au bout de cette formation, de cette mission là-bas. Et je me dis, et j'ai pas d'emploi. Je sais pas ce que je vais faire en métropole. Vraiment, j'ai rien de prévu. Si ce n'est de retrouver ma compagne, évidemment. Et je me dis, mais qu'est-ce que... Et je me souviens très bien de Thibaut, qui me regarde, il me dit, Louis, tu vas faire ça. Tu vas être acteur. Tu vas être comédien. Et je me souviens, j'étais en pleurs. Je sais pas. Tu vas le faire, ok? Parce que tu vas le faire. Parce que t'es grand, Louis. T'es peut-être pas grand, mais t'es grand. Et je sais pas. Et vraiment, Thibaut, mais si tu m'écoutes, t'es trop fort. Il t'a fait gagner tellement de temps. Et ouais, de fou. Et je rentre du coup. J'arrive en avril avec ma valise. Je rejoins ma compagne. Et s'ensuit 2 mois et demi un peu étranges. Un peu étrange, on en a parlé juste avant. J'arrive parce que ma compagne, en fait, avait trouvé un appartement où, en fait, elle payait moins cher le loyer parce qu'elle était avec une personne âgée, Anne. Et j'arrive dans l'appart et on négocie pour que je puisse rester avec. Donc, coloc. Allez, coloc avec une personne de 90 ans. Et je me retrouve, du coup, à passer des journées dans cet appart et elle qui m'embête tout le temps. Et en plus, je devais juste écrire ma thèse à côté pour terminer, pour être diplômée. Juste écrire ma thèse. Oui, non, mais j'avais pas d'emploi. Tu vois, toute ma journée était consistait à ça, tu vois. Et quand même encore élu municipal avant que je parte, voilà, sans regret. Et je suis là et c'est très bizarre parce que du coup, t'es en train d'ailleurs, puis t'as une personne de 90 ans qui rentre sans frapper, qui fait « J'ai faim ». Oui, Anne, dans 5 minutes. Ok. Elle repart et 30 secondes après, c'est bon? Non, Anne. D'accord. Et maintenant, c'est bon? Oh, putain. C'est pas bien ce que je vais dire. Je me suis cachée sous le lit une fois. C'est vrai. Je pense à toute personne qui a déjà été dans. C'est pourquoi tu t'es cachée sous le lit. Mais il est où? Je suis cachée, je suis pas là. Et du coup, c'est fou parce que tu te retrouves avec une personne qui perd la mémoire. Tu te retrouves dans son appartement.
un grand appartement. En plus, c'est une personne qui venait d'une famille noble, catholique. Donc, il y a plein de souvenirs de famille, de châteaux, de machin. Plein de photos partout. La photo des familles parfaites, les petits-enfants. Tout le monde va se marier, c'est beau. Tout le monde dit il y a des enfants. J'étais là, j'ai 30 ans, je n'ai toujours pas d'enfants, pas d'enfants. Et on se heurte à ça, on se heurte à cette perte de mémoire. On se heurte à une personne qui tout doucement disparaît. Et on se dit, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Ça me fout les frissons. C'est fou de se dire ça. Qu'est-ce qui reste ? Bon, donc avril se passe, ça DMR toujours. Mai se passe, je dépose ma démission d'élu municipal. Comme ça, j'ai tous mes 2 pieds définitivement à Paris. Il était hors de question pour moi de devenir un élu fantôme. Donc je dis au revoir à tout ça. Et puis juin arrive et j'ai un ami qui me dit oui, j'ai un vernissage en Normandie, j'ouvre une résidence d'artiste, viens. Ça fait longtemps, il m'avait aidé un moment pour préparer, parce que j'avais essayé de passer la classique du cours Florent 2 fois de suite avant. Je dis ok, j'arrive. Mais je me souviens, le matin, je me lève. On est mi-juin. Je me lève tôt, à 5h pour aller en Normandie. C'est pas bien de se lever à 5h. Et j'ai beaucoup de mal, mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis, il faut que j'y aille. Je dois y aller. Et je me souviens, et je suis content parce que ma compagne est là, elle pourra en témoigner. Je dis, maman, je sais pas pourquoi, il faut que j'y aille. Je sais qu'il faut que j'y aille. Et elle me dit, ok, bah moi je t'accompagne pas, mais vas-y. Je suis ok. Je me retrouve au Gare du Nord. Bref, je prends le train. Et le train tombe en panne. Donc je me retrouve coincé, SNCF, on connaît. Et il y a une amie du coup qui était là, je ne savais pas qu'elle était là, qui me dit, Fantine, elle s'appelle, elle me dit, Louis, je passe te prendre, il m'a dit que tu étais en rade, je passe te prendre. Ok, waouh, trop cool, je suis contente de te voir. Elle passe me prendre. Je monte dans la voiture, puis il y a un monsieur, je dis monsieur, putain, s'il m'entend Sylvain, il va m'en vouloir. Un homme devant. Et j'apprends qu'ils sont ensemble. Et il me dit, et puis elle fait Fantine, elle fait oui, c'est Louis. Bah on avait travaillé une scène ensemble, hein, tu te souviens, Louis? Je dis, ouais, c'est vrai. Ah, puis l'autre, Sylvain se retourne, puis il fait ah, tu t'aimes bien comédien? Je dis oui, j'aime bien. Je sais pas trop par où aller, mais. Et Fantine dit bah, vas-y, dis-lui. Et puis Sylvain fait bah écoute, moi je suis professeur d'acting au sein des cours Raymond Aquaviva, anciennement atelier du Suden. Bah viens. Mais je dis, mais du coup, est-ce qu'il y a des auditions? Ah oui, non, par contre, les auditions, c'est trop tard. Mais je vais m'arranger. Tu pourrais faire une audition? Oui. Ok, bah viens la semaine prochaine. Ouais. Donc merci je bosse pendant une SNCF, semaine. C'est ça. Donc là, je bosse pendant une semaine une scène du Bourgeois gentilhomme. Non, pardon, excuse-moi. De Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, je joue Harlequin. J'aime beaucoup ce personnage. Harlequin, il est formidable. Il a tout. Il a tout compris, Harlequin. Et je joue là, donc je rentre à Aquaviva, je suis stressé, j'ouvre la porte, je rentre dans une salle, et là il y a Vincent Jouan. Alors, Vincent Jouan, c'est un acteur français qui a vraiment une gueule, quoi, et qui est une personne adorable, mais il fait peur au début. Il fait vraiment ours mal léché, tu vois. Je fais la scène, je suis terrorisé. Et je passe la scène et tout, il fait bon, avec sa voix comme ça, il fait bon, tu voudrais aller en 2e année directement? Je fais oui, ça va pas être possible. Non, il y a des trucs qui vont pas, c'est des flèches dans mon cœur. Mais bon, ouais, tu vas quand même entrer en 1re année, hein? Bienvenue dans la famille. Waouh. Et là, t'es content, t'es pas content, il se passe quoi? Ah non, moi je suis pas bien quand même, parce que dans ma tête, je suis en mode, mais on en a reparlé avec Vincent, il m'a dit j'ai cru que t'allais mourir. Ouais. Parce qu'en fait, quand il me dit pas 2e année, c'est un premier truc qui va briser ce mythe dans ma tête que je m'étais construit. Je suis attendu. Je suis attendu. Donc 2e année, voire 3e année. Je dis 2e année parce que je suis poli, mais entre nous, Vincent, 3e année. C'est fou. Et en fait, c'est peut-être le premier échec de ta vie aussi. Hein. Oui, il y a un peu de l'échec, complètement. Enfin, en tout cas, la première fois que tu réussis pas du premier coup. Oui, c'est ça. Et il y a ce truc de, du coup, vous êtes l'élite. Qui est un peu qui se fissure. Ouais. Et je me souviens très bien, je me dis mais c'est fou qu'il voit pas.
Mais vraiment premier degré, J'aimerais hein. tellement C'est avoir dire un l'ego. dixième de ta confiance en toi. Mais c'est que de l'ego, c'est pas bien. Enfin, si, ça peut être très utile. De toute façon, ce métier, si t'as pas d'ego, T'es obligé, c'est compliqué. Ouais. Mais quand j'y repense, je me dis quand même. Et bon, j'hésite tout l'été. J'en parle à mes parents. Est-ce que c'était une bonne idée? C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on passe de l'ENA à... Allez, un jour il va devenir haut fonctionnaire, à saltimbanque. Mm. Donc là, les parents, ils sont... Quoi? Si. Compliqué, hein. Très compliqué. Je fais cette première année. J'apprends comme jamais j'ai appris dans ma vie. Mais je pèse mes mots. J'apprends. Parce que c'est combien d'heures par semaine? C'est entre 15 et 20 heures. Sans compter les répétitions, on est à plus de 30 heures. C'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est un boulot comme n'importe quel boulot. Mais c'est vrai que c'est une énergie folle. Il n'y a pas de présentiel. Ça n'existe pas le présentiel au théâtre. Même quand tu regardes, tu apprends. Tu es toujours impliqué. Tu es toujours en train de te nourrir, à te dire « Ok, waouh, il a fait ça. Putain, j'avais pas pensé. Ah ouais, le misanthrope, D'accord. Ah ouais, c'est marrant, parce qu'Alceste, je voyais différemment. » Et donc, tu te nourris en permanence, en fait. Tout le temps, tu te nourris. Donc, il n'y a pas de veille. Donc, c'est plus de 30 heures effectives. Sans compter les transports, mais ça, c'est le lot de tout Parisien. Et je fais cette première année. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est bon, c'est parti. En juin, cette première année, j'arrive en juin, et j'ai le bonheur de voir mon premier roman publié. Alors, parle-nous-en. Mes parents n'étaient pas au courant. Oh, Ils ont appris l'existence du livre quand ils l'ont eu dans les mains. wow. Et la dédicace également, puisque ce livre leur est dédié. Je ne voulais pas leur en parler. Parce que tu voulais leur faire la surprise ou parce que t'avais peur? Les deux. Ok. Les deux, Justine, vraiment. Les deux, parce que on parlait au début de la question de la famille. Et je pense que c'était trop. En fait, j'avais peur qu'ils démontent, plus ou moins volontairement. Et il était hors de question pour moi d'en parler. Donc, je n'en parlais pas. C'est fou. Oui. Et je sors ce premier livre. Et ce premier livre sort. Et là aussi, par contre, il y a un petit truc qui se brise. C'est-à-dire que je suis en contrat d'édition. Donc c'est super ce contrat d'édition. J'arrive à avoir un taux 11% des droits, ce qui n'est pas trop mal. J'arrive à décider de la couverture, bref. Il est sélectionné pour un prix national. Il fait partie de la sélection. Donc ça tout s'ouvre tout doucement, tranquillement. Et je suis en train de perdre ce que je voulais dire. T'as un petit truc qui se brise à ce moment-là. Et oui, parce que je suis persuadée que je vais vendre des milliers de livres. Ah ouais? Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis en mode, ouais, je vais en vendre... Puis je fais le modeste, je fais non, si j'en vends déjà 500, c'est bien. Dans ma tête, je fais, mec, tu vas en vendre 5000. 200. Voilà. Alors qu'en vrai, 200, alors aujourd'hui, j'en suis plus. Énorme. Mais oui. Ah. Là, j'en suis à peu près 400 exemplaires, un peu plus de 400. Mais coup moral quand même, parce que tu te dis, ah, c'est un... Et en même temps, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Ouais, c'est énorme, parce que t'arrives sans notoriété à Bien ce sûr. moment-là. Enfin, on achète ton livre pour l'histoire. Totalement. C'est immense. Et c'est un bonheur de voir le livre publié entre les mains. Et du coup, on va ouvrir cette page, ce chapitre, qui n'a pas été évoqué encore dans ce podcast, qui est le chapitre de ma pathologie. Tu n'osais pas poser la question ou pas? Je savais pas si tu voulais en parler ou pas. J'ai donc aucun problème. Je te laissais J'ai aucun le problème. dire, toi. C'est, encore une fois, c'est toujours un peu... Non, je peux pas être hypocrite puisque mon livre aussi parle de ça. Donc il y a un moment, il faut aussi assumer. Hein. C'est toujours délicat parce qu'on se dit, je veux pas être définie par ça. En même temps, elle fait partie de moi. Et en même temps, elle est cette dernière pièce qui permet de comprendre le parcours. Ce livre traite d'une autofiction qui est donc la pathologie de la mucoviscidose et du parcours de soins.
Donc je suis patient en mucoviscidose, c'est une maladie génétique que j'ai depuis la naissance, qui touche entre 7005 et 7800 patients en France. Elle est considérée comme l'une des maladies européennes les plus rares, et c'est une pathologie mortelle. C'est une pathologie mortelle où j'ai eu un combat contre elle. Donc évidemment, on se bat toute une vie. Une personne en situation de handicap se bat toute une vie contre... Ou en tout... faut faire attention, ça dépend des handicaps, mais la plupart, on a ce truc de je t'aime moi non plus. Tu me donnes t'es obligé de faire avec. Voilà. En fait. Ouais. Et en même temps, tu me donnes de la force, et en même temps, tu me pourris la vie sur certains points, et en même temps, tu m'apportes beaucoup. C'est vraiment je t'aime moi non plus. Et bref. Et je vis un combat vraiment le top du top, quoi. Vraiment, on est sur du top du top. J'ai 24 ans, donc on revient en arrière, et la maladie a décidé de bien m'embêter, et je perds 60% de capacité respiratoire en l'espace de 6 mois. Vraiment, ma grand-mère de 89 ans a plus de capacité respiratoire que moi à ce moment-là. Parce que là, à ce moment-là, toi, t'en es où dans ta vie? Enfin, on est où dans ce que tu nous as raconté? Entre je viens de terminer la licence de Sciences Po et j'attaque le master. Ok, donc t'es en plein milieu de C'est en plein milieu. C'est en plein milieu. Okay. Oui, c'est vraiment en plein milieu. Entre la licence et le master. J'ai 23 ans. Au moment où c'est du théâtre ensemble. Okay. Et bien juste après ça. Et donc je fais ce combat, je m'en sors, et j'avais envie de parler dans ce livre de la question de la place du patient, de comment on peut devenir acteur de son combat, parce que quand on est acteur, on ne subit pas, et en même temps aussi de comment on voit le handicap par la société et comment nous-mêmes on se voit. Donc ce livre traite de ça, et cette pathologie fait partie de moi et fait aussi partie de ses choix. Ça serait trop facile de dire c'est à cause d'elle que je n'ai pas pu bien avant faire cette passion que je voulais faire depuis toujours. Ça serait me mentir à moi-même. Par contre, dire qu'elle a influencé, c'est un fait. Je me souviens plus jeune, la plupart des patients, on a eu cette feuille imprimée de métier à ne pas faire. Plombier, par exemple. Surtout pas. Et oui, c'est sûr. Stagnante, microbe. Donc, bon. Et il y avait l'art, en fait. Parce que très instable. Ben, quand ton intérieur est en instabilité, tu fais en sorte que l'extérieur soit Mais du coup, c'était carré. Plus psychologique ou physique à ce moment-là, l'art? On vous disait de ne pas le faire parce que c'était dangereux pour ta santé ou pour ta santé mentale? Santé physique. C'est vraiment physique. D'abord, la mucose, c'est physiologique. Ouais. Parce qu'il faut remettre en contexte. On est début 2000. Grégory Le Marchal vient de mourir. Mais c'est un peu grâce à lui qu'on connaît autant de cette pathologie qui a fait ce bond en avant de la pathologie. Et donc, la fille de France Gall, pareil, morte à 19 ans dans les années 90. Et être artiste, c'est une vie tellement intense qu'en fait, le risque, c'est de se tuer. Parce que l'art mange tout. C'est un métier à plein temps, tout le temps. On y pense tout le temps. On se lève, on se couche avec. C'est presque une obsession quand on est passionné comme ça. Donc, oui, potentielle incompatibilité avec une pathologie qui demande entre 15 et 20 heures de soins par semaine quand tout va bien. Qui implique une fatigue, parce que c'est une pathologie qui va toucher le système respiratoire et le système digestif et qui provoque à terme l'étouffement du patient par le fait que ça va boucher tout doucement les bronches respiratoires. Donc en fait, incompatibilité par rapport à tout ça. Et au moment de commencer l'ENA, il y a un nouveau traitement qui arrive, qui s'appelle le CAF-Trio. Je savais pas ça. C'est considéré comme l'une des plus grandes innovations du XXIe siècle. Ce CAF-Trio, qui est une trithérapie, va venir corriger la protéine défectueuse à l'origine de la maladie, la protéine CFTR. Et comme dans tout dans la vie, lorsque l'on règle les problèmes à la source, c'est tout ce qu'il y a derrière qui va mieux. Et je me souviens très bien, lorsque j'ai pris cette première dose, c'est un cacheton à prendre le matin, bon, j'ai une purge, c'est-à-dire que à part rentrer dans les détails, mais en gros mes poumons se sont vidés. Et le lendemain, j'étais dans un centre hospitalier, une sorte de soins de suite réadaptation au bord de la mer, où je vais tous les ans. Et genre le lendemain, je me lève à 5h. Je pars faire du paddle.
Les infirmières étaient en flip parce qu'il est où Louis? Et vraiment, ils me montraient le doigt, il est là. Et j'étais comme ça. Ça a été radical. Ça a été radical et je me souviendrai toujours, je me suis mis à courir et je n'ai pas ressenti de fatigue physique, de fait d'étouffer. Ouais. C'est la fatigue musculaire qui m'a arrêté avant le souffle. Le truc, t'as jamais connu cette Jamais panique, de ma vie. Jamais de ma vie. Et d'un seul coup, donc à ce moment-là, j'ai 28-29 ans, je commence l'ENA et on te dit, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais, maintenant, t'as le droit de faire ce que tu veux. Ouais. Exactement ça. C'est fou. En plus, comme tu dis, c'est un peu horrible parce que on associe la mucoviscidose à Grégory Le Marchal. Enfin, c'est pas je pense que quand t'es petit et qu'on dit à tes parents il a la mucoviscidose, c'est terrifiant. Tu grandis avec ça et d'un coup on te dit en fait il y a un traitement qui va faire qu'on va dégager tes poumons et ça va aller. Mais il se passe quoi dans ta tête au moment où tu captes qu'en fait on va te soigner? Je ne veux pas prendre le médicament. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça implique une chose. Ça implique de faire le deuil, en partie, parce qu'on est toujours malade bien évidemment, et le combat continue, et je me bats toujours, hein. C'est pas tout rose. Mais il y a un truc, il y a une partie de sa propre identité qui s'en va. C'est tellement étrange. Il y a un colocataire bruyant qui se met à ne plus vraiment faire de bruit. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression de dire au revoir à une partie de moi. C'est bizarre, hein? Ouais, mais je comprends. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Ouais, parce que il y a une chose, ce que je dis, c'est qu'évidemment ça a été dur et en même temps, la maladie m'a donné une force monstrueuse. C'est très étrange ce que je vais te dire, mais aujourd'hui, à part évidemment dans les bras de mon amoureuse, je me suis jamais sentie autant dans l'instant présent que sur cette plage pendant mon combat où ça a été très dur et je me mettais tout doucement à marcher sur le sable pieds nus. C'est très stéréotypé, mais je me souviens, je me suis mis à marcher un peu plus vite, puis je me suis écroulé parce que j'arrivais plus à respirer et en même temps je me suis sentie dans l'instant. Oui, parce que tu connais la valeur de la vie. Voilà. Parce que j'avais ce goût des matins, ce goût des choses. De te dire, putain, mais tutoyer la mort, ça te fait sentir vivant à un point. Et j'avais l'impression de dire un peu au revoir à ça. Et aussi, j'ai plus d'excuses. C'est vrai. Si ça marche pas, c'est pas... ça marche pas. Alors, pas toujours à cause de toi, il y a un contexte, il y a plein de choses. Mais du coup, je peux plus vraiment me cacher. Et à ce moment-là, j'ai pas fait encore la bascule dans le monde du théâtre et dans le monde de l'art. Je suis en mode là, ça veut dire que si je le prends, je vais le faire. Mais c'est très étrange, c'est métaphysique, Justine, parce que je sais pas encore tout ce qui va m'arriver. Là, je te parle avec tout ce que j'ai vécu après cette prise de Kaftrio. Mais à ce moment-là, je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Mais je le sens. Je le sens au plus profond de mon cœur que ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Oui, tu seras plus malade. Enfin, je serai plus tout à fait malade. Ouais. Exactement. Ouais, c'est fou. Et surtout, ça va m'ouvrir d'autres portes. Ça va changer mes relations. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est dingue. C'est vrai que c'est fou de se dire à quel point c'est un truc où tu te dis il va sauter de joie. En fait, tout ce que ça apporte derrière comme incertitude et comme inquiétude. C'est vertigineux. Ouais. Oui. Et ça, c'est un traitement du coup que tu prends tous les jours. Enfin, tous les jours. Tellement jamais entendu parler. Tous les jours. C'est pour ça que je suis aussi dans l'association Vaincre. Je suis président de la communication là-bas. Okay. Et du coup, c'est aussi des choses auxquelles on fait très attention dans les propos. Nous sommes toujours malades. Oui. C'est-à-dire que demain, on enlève le traitement, on repart comme en 40. De la même façon, on est encore sous cure. Là, j'étais pas très bien ces derniers temps parce que j'ai trop tiré. Bon, en fait, la maladie est opportuniste. Dès qu'elle voit qu'il y a une petite fenêtre de tir, elle va s'engouffrer. Ouais. Et alors là, t'es obligé de tout prendre. Donc j'ai quand même encore ce truc d'hypovigilance. J'ai encore ce truc de devoir dormir plus que les autres, d'être plus fatigué que les autres. La concentration aussi, en plus, l'effet secondaire, à court terme, on le sait à peu près, mais à long terme, on ne sait pas. Hein. Ouais. On ne sait pas si dans 20 ans, ça provoque Alzheimer. Enfin, je dis un exemple. Hein. Mais on n'a pas tout ça. Donc on est encore dans le combat.
le combat sera terminé le jour où on aura peut-être une thérapie génique, ou en tout cas quelque chose qui dira ça y est, c'est définitif. Et même là, la maladie aura laissé son empreinte. Ça revient sur le fait que toute personne en situation de handicap, et aussi également en situation de handicap invisible, on oublie, c'est 80% des personnes des handicaps en France, on acte nos journées par rapport à ce filtre thérapeutique, qui peut d'ailleurs créer des décalages profonds. Quand on prend le Kaftrio dans le cas des patients mucoviscidoses, et je suis heureux de le dire, tu as des patients, des jeunes enfants de 3-4 ans qui vont commencer le Kaftrio. C'est superbe. Bah, c'est génial. C'est magique. Et eux, ils vont construire une vie sans la maladie pratiquement. Attention, il y a encore c'est pas toujours facile, mais si on continue d'évoluer comme ça, on dit que dans 15 ans, on traitera la muco comme on traite un diabète. Et ils n'auront pas eu toutes les séquelles que, évidemment, un patient de 25 ans et plus a eu le temps d'avoir. Et au-delà des séquelles physiques, juste les séquelles psychologiques. Et psychologiques. Surtout, les séquelles psychologiques. Bien sûr, parce que c'est celles qui resteront toujours. Mm-hmm. Mais ça reste un saut extraordinaire. Ouais. C'est là. Waouh. Ça va ? Je sais pas comment rembrayer. Non, mais je sais, tu m'étonnes. C'est trop intéressant. Non, mais alors encore une fois, il n'y a pas de tabou et j'en parle vraiment librement. Mais c'est vrai que du coup, pour en revenir à toute cette histoire, on revient en retour de Martinique et durant ces 2 mois où j'écris cette thèse et je suis en crise existentielle, et j'ai un ami qui s'appelle Adrien. Ouais. Je lui dis Adrien, je m'ennuie. Il me dit d'accord. Je lui dis qu'est-ce qu'on peut faire de trucs un peu débiles qui pourraient nous faire marrer. On commence à dire ok, il faudrait faire un truc pour l'assaut, pour mettre en avant vaincre la mucoviscidose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on se dit ok, on va faire un défi sportif, ça part dans tous les sens. Puis moi, je dis vas-y, tu sais quoi, on fait un défi en roller. Il me fait vas-y, chaud. Je dis tu sais quoi, on part de notre centre en Bretagne, on y va chaque année, et on va jusqu'à Paris. Je dis vas-y, je suis chaud, ça fait combien de kilomètres ça? Moi tu sais, innocent, je fais 300, allez, 350 max de max. En plus, je suis sûre que ça, sur la liste qu'on t'a donnée quand t'étais petit, le roller, t'avais le droit, c'est sûr. Ah ouais, de ouf, complètement. Et il me fait, bon, par contre, je sais pas faire de roller, je t'inquiète. Septembre, on s'est lancé dans un périple de pratiquement 700 km. Oh putain. Et ben, là aussi, t'as le temps de réfléchir sur ta vie. Je peux te dire que quand tu tapes 30 de kilomètres en autonomie, sans assistance médicale, parce que sinon c'est pas drôle, avec un ami qui n'a jamais fait de roller et qui est sous oxygène, t'as le temps de réfléchir sur ta vie. Vraiment. T'as le temps de bien digérer ce que tu fais, bien penser. Et tes parents, ils savent là que t'es sur des rollers pendant 700 Ils l'ont su 2 semaines avant. Ah ouais. Ils ont eu 2 semaines avant. Ouais, je les ai pas épargnés, quand j'y repense. Ils ont su, mais ils étaient là au départ. Okay. Ils étaient là au départ. C'était un voyage formidable. Et je ne peux que vous conseiller, je vais faire mon autopromo 2 secondes, mais de regarder sur YouTube La Veillée, qui est produit par Damien Maric, que je salue d'ailleurs, qui est aussi à l'origine de Bref, et qui a lancé La Veillée avec Patrick Beau. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir faire du coup une représentation au Théâtre Tristan Bernard. Et la vidéo, la captation est sur YouTube. Et je raconte tout ce périple, qui a été un périple extraordinaire, qui était vraiment fou. Et ça a aussi assis ce truc de... Ouais, c'est ça que je veux faire. Ouais. Oui, parce que là, tu te sentais vivant, quoi. Ah ouais. Enfin, t'étais à ta place. Ouais, de ouf. Complètement. Et même dans les doutes les plus profonds, ce que je raconte, on arrive en Normandie. On nous a dit, ouais, t'inquiète, la Normandie, c'est plat. Et je vais te donner un exemple qui va illustrer le niveau de fatigue dans lequel on était. On arrive donc dans la Normandie suisse, donc c'est vraiment Mortagne aux Perches, tout ça. Pourtant, il y a des indices, hein. Perché, il y a un truc, tu te dis, ah. On arrive en haut d'une espèce d'une immense descente, et avec très étroite. Et on avait un protocole parce que Adrien ne savait pas freiner. Waouh. Donc je descendais toute la truc, j'arrivais en bas, il y avait une nationale qui traversait avec un stop, et je faisais la circulation. Je mettais un gilet, puis je faisais la circulation afin de dégager la voie pour voir Adrien qui fonçait jusqu'à ce qu'il pouvait l'arrêter après. Donc fossé, bas, sable, pas côté. Est-ce que une voiture à la limite, à l'arrêt, ça peut marcher.
Et ce moment-là, donc je me mets en bas, j'arrête la voiture et je fais OK, je fais signe à Adri, je fais vas-y go. Et je vois vraiment Adri qui commence à faire des zigzags, tu sais, comme niveau piou-piou au ski, tu sais. Et je vois dans ses yeux un moment où je pense qu'il se dit où suis-je? Que fais-je? Qui suis-je? À quoi sers-je? Et vraiment, je le vois partir et il tombe dans le fossé. Et vraiment, je vois mon ami devenir une fougère. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir ton ami transformé en fougère. Vraiment. Non, c'est très perturbant. Et je me souviens, je n'aurais jamais ri de ma vie comme ça. C'est un rire hyper nerveux. Ouais. Parce que je suis en mode... Parce que c'est trop drôle. Bah oui. Et en même temps, je me dis, putain, il est peut-être mort. Non, mais je suis en mode, allez, fin de l'aventure. Je fais 2 secondes la Tu te dis, mais en même temps, à quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée? Mais oui, mais c'est ça, mais pourquoi? Et en même temps, je me dis, communication de crise de l'association sur 2 patients dont un mort en roller. Je me dis, ça va être rigolo. On va faire des beaux articles. Et je cours, je monte comme un dératé. Et je vois Adrien, vraiment, vraiment en arrière, comme ça, les mains à la tête, en mode, t'inquiète, je fais une pause. Dis-moi. Prochaine fois, dis-moi. Et c'est juste. Non, mais voilà, c'est pour illustrer ce parcours. Ça a été ça pendant 700 km. C'est génial. Et en même temps, qu'est-ce qu'on s'est marré et qu'est-ce qu'on s'est confronté aussi au regard des autres. Parce qu'en dehors du fait qu'on avait des dégaines vraiment claquées au sol, on avait aussi, Adrien dans son cas avait vraiment sa bouteille d'oxygène avec le truc dans le nez, tu vois. Ouais. Donc tu vois débarquer un mec comme ça avec une bouteille d'oxygène, un truc dans le nez, tu dis mais qui... En roller alors qu'il s'est pas freiné. Reste chez toi frère, genre va dormir. Et en même temps ça rappelle aussi ça, ce truc de repousser toujours les choses, de jamais se laisser définir par ça et de dépasser la pathologie, tout en l'intégrant, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie sur le fait qu'on axe la communication en disant qu'on est patient muco, mais derrière il y a ce truc de mais regardez ce qu'on fait. Oui, c'est ça. On remarque dans beaucoup de pathologies, dans beaucoup de challenges sportifs, le nombre de personnes en situation de handicap qui se lancent des challenges sportifs très peu de sportifs sont capables de faire, juste pour montrer qu'ils veulent avoir cette vie-là. Enfin, tu vois, je trouve que c'est toujours admirable, mais c'est beaucoup. Et c'est toujours débile aussi. Battre un record, en soi, c'est débile. Ouais, mais je comprends. Mais bien sûr, mais je dis ça, mais je comprends parfaitement. C'est comme ceux qui vont conquérir les sommets dans les montagnes, qui prennent des risques de vie de fou. Et il y en a, parce que je dis ça parce que je fais l'avocat du diable en disant, il y en a qui disent ça, qui ont ce discours de dire, mais ils sont des explorateurs de l'inutile, ils sont pas de ces records ne servent finalement à rien. Et en fait, ça sert à tout. Mais c'est toi que tu cherches dans le chemin. Ouais. Et il y a ce truc-là de dépassement. Et c'est drôle, je vais tenter un pont un peu maladroit peut-être, mais c'est un pont avec l'art. Ce truc de c'est inutile, donc c'est indispensable. Parce qu'on a besoin de rêver, en fait. On a besoin aussi d'avoir ce sacré. Ouais, c'est ça. Je trouverais ça hyper triste, en fait, qu'on fasse plus que des trucs utiles. Enfin, justement, ça recoupe avec ce qu'on disait sur le confinement et tout ça. C'est-à-dire, bien sûr, à partir du moment où tu définis ce qui est essentiel ou pas et que tu fais plus que ça, en vrai, c'était un peu nul, tu vois. Enfin, tu vois, t'enlèves tout ce qui fait le sel de la vie. En fait. Bien sûr, complètement. Donc, c'est que ce soit dans le sport ou dans l'art, en vrai, c'est là que ça se joue. Enfin, complètement. Et en vrai, moi, j'encourage tous ceux qui pensent que c'est inutile à essayer de le faire. C'est ouf. Genre juste pour comprendre. Au pire, ça vous plaira pas, mais je serais très étonnée. Et parce qu'on a des sensations qui sont extraordinaires. Bien sûr. Enfin, des fois, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens aiment avant de juste le juger. Oui, parce que vous avez posé 2-3 questions. Mais pas trop, parce qu'après, on le fait plus. Si on se pose trop de questions, on le fait pas. Si on prend les choses de manière totalement raisonnée, on voit bien que le final, le calcul, il est pas... Ouais. c'est pas raisonné. Et en même temps, les incartades, les folies, c'est l'essentiel. C'est clair. Et tu vois, du coup, on partait de tout ça parce que tu nous parlais du fait que donc, ce livre, t'en parles pas à tes parents, ils le découvrent quand tu leur offres. Oui. Et justement, quand ils le lisent, qu'est-ce qu'ils te disent, eux, quand ils se sont confrontés à, en fait, si t'as quelque chose à dire, c'est trop tard, c'est sorti. Et je raconte tout. Ah oui. Ah oui, c'est vrai ça. J'avais pas pensé. Après, oui, c'est vrai ce que tu dis. Ils m'en ont jamais vraiment reparlé. C'est très étrange. Ils étaient extrêmement fiers et émus. Et en même temps, c'est marrant, il n'y a jamais eu vraiment... Il y a eu quelques coups de téléphone de mon père notamment qui me faisait trop rire. Et qui disait, je comprends pas ce que tu dis là, parce que tu
tu utilises cette image-là, mais ça veut dire quoi? Et parce que des fois, c'est très poétique, je pars dans mes délires, c'est pas toujours fait pour que les gens comprennent. Hein. Des fois, je me fais juste plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup de fierté, en même temps, il y a beaucoup de pudeur. C'est un mélange. Mais ou alors, ils me l'ont jamais dit, mais ils m'en ont jamais vraiment voulu. Oui, ils ont compris que c'était une démarche artistique Oui. et pas... Oui. Ils m'en ont jamais vraiment voulu, je ne crois pas. Ou en tout cas, ils l'ont jamais formulé. Ouais. Et toi, là, pour toi, c'est le premier pas vers la vie que tu as envie de mener. Enfin, Oui. le livre, c'est vraiment genre l'âge acte que je rentre dans la vie artistique. Exactement. C'est une sorte d'aveu, comment on appelle ça? Profession de foi. Ouais. C'est une profession de foi où je me dis, là, putain, je peux plus reculer. Et s'ensuit justement aussi, après ce livre, des mois d'angoisse. Tu sais, je me réveille le matin, je suis vraiment en train de faire ce que je fais. Mais est-ce que je suis sérieux à faire ça? Mais non, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. D'angoisse, vraiment, je me lève le matin, je me dis, mais t'es taré. Et en même temps, ça m'ouvre des portes. J'obtiens le statut d'artiste-auteur. J'obtiens une première résidence artistique au sein du château de Bois-Colombes. Magnifique château où j'ai mon bureau perché dans une tour. Mon fantasme de poète disparu est totalement comblé à ce moment-là. Je commence à faire des premiers ateliers. Je commence pour vivre de ma vie. Je fais beaucoup aussi de coaching d'écriture. J'accompagne des débutants et des confirmés dans leur parcours d'écriture. Et du coup, j'ai aussi mes premiers revenus artistiques à ce moment-là qui tombent. Ouais. Et quand tu as ces revenus-là artistiques qui tombent sur ton compte bancaire, c'est cool. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Donc, ouais, y a un truc qui s'assoit, qui se confirme. On a parlé de tes parents et tout, mais même, du coup, si je comprends bien, ta compagne, elle t'a connue à Sciences Po, elle est là, puis comédien. Enfin, elle a suivi ce chemin-là aussi. Un petit changement. C'est vrai que Léna a comédien, il y a quand même un monde. Ah ouais, elle s'est dit, lui, ça va être sécurisant. Je vais être la première dame. Pas du tout. Et en même temps, Isaline, sans elle, je ne ferais pas 1%. Ouais. J'ai des amis très proches, très très proches, qui sont là et qui croient en moi. Ça se compte sur une doigt d'une main. Et ils sont là, et sans eux, je ne ferais pas ce que je fais. Et dans le cas de ma compagne, il y a vraiment eu ce truc de vas-y, de toute façon, t'es fait pour ça. Qu'est-ce que tu veux foutre derrière un bureau? Je le sais, rien à faire là-bas. Ouais. Vraiment. Et du coup, elle m'apporte, comme ses amis aussi, il m'apporte une stabilité. Puisque tous mes amis, c'est le cas aussi de Julie, c'est le cas aussi de Thibaut, de plusieurs amis comme ça qui sont proches de moi, qui ont une vie normale. Avec un emploi, avec stable, des horaires, avec des salaires, on va dire, bien plus importants que les miens. Et du coup, il me ramène sur Terre. Isaline, quand je rentre à la maison, elle me parle de ses élèves. Et qui me dit, y en a un, il a vomi, et du coup, la table, je vais nettoyer, parce que de toute façon, tout le monde, ça leur fait vomir, donc c'est moi qui l'ai fait. Je me dis, ah ouais, en fait... Parce que moi, j'arrivais pas, avec Alceste, il y a une parole, j'arrivais pas à la dire. Et je me disais, mais de quoi il est chargé, en fait? Et je me dis, mais peut-être que je suis pas fait pour ça, parce que je vois bien que les alexandrins, j'arrive pas à respecter le tempo. Et quand elle dit ça, t'es en mode... En fait, on s'en branle. Tu me disais tu vois, il y a un truc de... Mais en fait, tais-toi. Ouais. Tu vois, genre... ça veut pas dire que je suis pas légitime à parler, mais il y a un truc de... Ok. Ça te fait te rendre compte que c'est pas si grave. Non. En fait. Et ça, par contre, je pense... peut-être là, on approche du chapitre du coup pur artistique. Ça, c'est un truc que vraiment, j'ai compris, c'est... Ne te prends pas au sérieux. Ce n'est pas... C'est savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. Demain, on a un spectacle là qui va se faire à la salle Gaveau avec une amie comédienne avec qui j'ai fait un spectacle au Palais des Congrès. C'est une opportunité de fou pour nous de faire ça. Et demain, je vais avoir un objectif au début, c'est viens, on blague. Viens, on se marre. Ah oui, c'est la salle Gaveau. Ok, il y a l'orchestre Colonne. Ok, il y a Yves Lévesque. Ok, il y aura... 800 personnes, d'accord, mais viens, juste on se marre 2 secondes là. Mais c'est ça. On se marre, viens, on se marre. Parce que sinon ça sert à rien. Oui. Non, demande au trombone, vas-y, faites-moi un morceau, c'est parti. Et viens, on joue avec la région, on fait genre discothèque. Parce qu'il y a ce truc aussi de savoir se marrer, quoi. C'est ça, ce serait trop dommage en fait de pas rigoler. Bien sûr. Tu fais laisser le Gaveau, enfin c'est ouf. Ouais, c'est un monde qui est tellement compliqué. Tellement dur, on en parlait de travailler. C'est fou de parler comme ça d'ailleurs, vraiment d'être dans... Chercher, vraiment, jamais autant chercher de travail.
t'as des moments tellement durs, je dis, mais si tu veux pas te marrer, si on n'est pas là pour se marrer, c'est dommage. Bah ouais. Bah ce serait vraiment triste en fait. Enfin, si c'est pour pas rire, tu continues ta carrière dans les bureaux. Exactement. Bien qu'on rigole dans les bureaux. Mais... Oui, j'en suis sûr. J'en suis certain. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et du coup, là, tu disais, c'est le chemin vers le purement artistique, mais du coup, justement, aujourd'hui, quelle est ta vie aujourd'hui artistique? Tu mènes combien d'activités en même temps? Artistique, ma vie est artistique. Alors, comment résumer ça? Je crois, j'ai une activité artistique. J'ai une vie artistique sans avoir la vie d'artiste. Je m'explique. Je vois bien qu'il y en a, et c'est pas une valeur de jugement ce que je dis, hein. Il y en a qui adoptent non seulement l'activité artistique, mais aussi la vie d'artiste, qui est une vie... c'est la bohème, quoi. Un peu, hein, c'est Aznavour. Enfin, il y a un truc de... voilà, l'instabilité est une exploration permanente, et ils le prennent corps et âme. Je crois pas avoir la vie d'artiste. J'ai ce truc d'avoir, voilà, ma compagne, des amis très proches, ce socle, cette stabilité-là de ce côté-là dans la vie personnelle. Par contre, effectivement, j'ai une activité artistique. Une activité artistique, dans le cadre que ça soit aussi bien dans mon métier d'auteur que de comédien, c'est je ne sais pas ce que je fais dans 2 mois. Ouais, ça c'est dur. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans 2 mois je vais gagner de l'argent ou pas. C'est comme ça. Et c'est une vie qui est très intense. C'est-à-dire que... et encore une fois, cette question du on-off. Je vais m'expliquer. Alors, je vais me lever le matin, je m'étire. J'ai toujours mes petites morning routines sacralisées. Je m'étire, j'essaie d'ouvrir un peu la bouche, d'aller donner des répliques, de réviser un peu, parce que un danseur, un chanteur, ils ont cette technicité, là où le comédien, il n'a pas vraiment de cette technique. Il a une technique, bien sûr, mais une guitare, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas la jouer. Ouais. Si tu n'as pas cette rigueur. Et je pense que le comédien aussi doit avoir cette rigueur-là. C'est pas toujours simple de l'avoir, mais... Donc, je me lève le matin, peut-être que j'ai rien dans la matinée. Donc, j'écris, et puis après, je vais avoir, hop, on va enchaîner sur du plateau. Donc, j'ai rejoint une compagnie, on va travailler sur le spectacle. Puis ensuite, plus rien. Puis à nouveau, je vais avoir un mail pour un casting. Poum. Pris, pas pris, je sais pas. Puis ça se trouve, je suis pris. Et puis hop, je suis pris. J'ai un tournage. Puis ensuite, j'ai plus rien. J'ai plus de tournage pendant 1 an. Mais par contre, le théâtre continue. Et puis d'un seul coup, j'ai une résidence d'artiste qui vient de se déclencher. Je la prends. Et puis entre-temps, j'ai un spectacle à la salle Gavon. On me propose d'écrire une chanson et de mettre en scène. Vas-y, je prends. Parce que ça rentre aussi dans cette projection-là. Et en même temps, j'ai ma formation de comédien. Donc je continue à travailler mon instrument. Il ne faut pas que j'oublie les auditions. C'est une exploration permanente. Je dis ça parce que, donc c'est comme ça qu'on dit dans le métier, je suis un peu vert. C'est-à-dire que quand on y repense, ça fait 2 ans. Allez, 2 ans et 1 mois. Même c'est pas. Vrai, même c'est pas. Fou. Donc je suis encore dans cette phase d'exploration. C'est pour ça que j'ai ce truc d'auteur, de mise en scène, de comédien et d'acteur. Mais évidemment que j'ai des préférences. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu l'occasion de faire 2 tournages professionnels, produits, dans 2 courts-métrages produits. Le premier m'a amené encore il y a très récemment à Belfast, puisqu'il a été sélectionné au Festival international de Belfast. J'adore cette ville. C'est vrai, tu connais? Ouais. T'as vu le musée Titanic? Oui. Il est ouf. Il est trop dingue. Il est dingo. Avec les trucs que tu montes là et tu visites les machines du Titanic à l'intérieur. Je crois que ça existait. Parce que moi, je l'ai fait il y a longtemps. Par contre, je l'ai fait en 2013. Donc, j'ai pas le souvenir de ça. Maintenant, c'est une dinguerie. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça, c'était déjà fou à l'époque. Hein. Mais c'est... les canaux de sauvetage et tout. C'était pas tu les as vus? Et le gilet de sauvetage aussi. Ouais, c'était hyper marquant. C'est fou. C'était dingue. Ouais. Ah, Petit aparté, mais si vous passez par Belfast, il faut absolument le faire. On mange très bien. Ouais. Parce que parfois en Angleterre, comment dire, et là c'est très bon. Beaucoup de poissons. Oui, et c'est frais. Ouais. Donc aux côtés d'Anna Agostini, qui est une formidable comédienne, et on a vécu ce festival-là. On a eu une avant-première à Londres pour ce même film, qui est produit par 2h56 Productions,
que je salue aussi également. Et donc j'ai eu ce premier film qui est incroyable. Et je me souviens très bien, j'ai un peu mytho au réal. J'ai dit que j'avais pas mal tourné et tout, et mon book était super pro. J'ai la chance d'avoir Clara, qui est une photographe extraordinaire, qui aujourd'hui vraiment a une carrière internationale, et elle a accepté gratuitement, quand j'y repense, j'ai du culot quand même. C'est la sœur de mon meilleur ami, et elle m'a dit vas-y, je te fais Clara Belleville, allez la suivre sur Instagram, je te fais des photos. C'est adorable. Et du coup, j'avais des photos ultra professionnelles, quoi. C'était abusé. Et donc, j'avais été pris et j'avais dit, Aurel, t'inquiète, je maîtrise. Et premier jour de tournage, je me souviens, j'arrive et d'un seul coup, on me fout sur le plateau. Ok, donc ta réplique, j'avais 2 répliques, j'avais plusieurs petits rôles. C'est le même rôle mais 2 répliques, quoi. Ok, et là, je me souviens, je suis à côté au Jardin du Luxembourg, en face d'une librairie, je joue un libraire. Et il pleut légèrement, il y a un voile gris, j'ai des lumières dans la tête partout comme ça. J'ai un perchiste qui est comme ça, en train de guérir comme ça. Et j'ai l'image d'avoir le réal, l'assistant réal, le deuxième assistant réal, la prod, le machin, le truc, tous abrités devant un même parapluie, parce qu'il n'y en avait qu'un seul, puisque le catering avait oublié les autres. Tous rassemblés comme ça. Donc j'ai vraiment l'image, c'est presque bande dessinée. Ouais. Et j'entends juste action. Et là, t'as pas le choix. Là, faut le faire. Et le deuxième jour, je joue donc c'est toujours je vous conseille de voir ce film dès qu'il sera distribué. Je joue un résistant qui peint les lampadaires de Paris en bleu. Donc on se retrouve pareil, rue Payenne, 2h du matin. Et je crois que pour l'instant, ça reste l'une de mes plus belles souvenirs de tournage. J'ai une grande échelle. Et je monte tout en haut de cette échelle, dans cette rue Payenne, à 3h du matin dans Paris, avec cette pluie légère, et je me mets à peindre les lampadaires de Paris. Si vous allez à rue Payenne, le 4e lampadaire à droite, derrière, c'est pas en bleu. Parce que j'avais envie de laisser ma trace. Il est toujours en bleu. J'ai pas vérifié. Ça fait 7-8 mois. Il y a 8 mois, il y avait encore. Ouais. Il y avait encore du bleu derrière. Et là, je me dis, mais c'est trop stylé. Ouais. C'est magique. Ouais, puis tu sais, le cinéma, t'as ce truc de... Enfin, c'est vraiment une démarche qui est complètement différente entre le cinéma et le théâtre. Le cinéma, tu laisses une empreinte à long terme. Oui. Et le théâtre, Enfin, le théâtre, en fait, c'est une fois, c'est unique, tu verras jamais la même chose. Totalement. Et pourtant, tu laisses quand même une empreinte... Enfin, tu sais, j'ai un truc... Quand j'ai su que je te recevais, j'ai repensé à un souvenir de théâtre avec toi. Donc peut-être que moi, je m'en rappelle, et si ça se trouve, toi, tu t'en rappelles pas du tout. Vas-y. Mais où je me dis comme quoi, tu vois, je parle d'une représentation, mais qui me marque alors que ça fait bientôt 10 ans. C'est quand tu jouais un mort sur scène et t'as chopé un fou rire. Est-ce que tu t'en rappelles ? Alors, en fait, je me souviens très bien. Il s'agissait de Meurtre au manoir, avec Charline et toute l'équipe. Et je jouais pas le mort, je jouais celui qui traînait le mort. Ah oui, et elle était morte à ce moment-là, c'était la metteuse en scène. Mais tu as raison d'avoir fait le truc. Je me rappelle parce qu'il y avait une phase de fou rire, moi. Mais il y a eu une crise de fou rire absolue. Oui. Où genre, en fait, je traînais, donc c'est ça s'appelle Les Faux British, qui est joué d'ailleurs au théâtre Montmartre, je crois. Oui. Je traîne, et normalement elle est morte. Enfin, elle a perdu conscience. Et là, je vois tu sais, son corps se met à avoir des pulsions comme ça. Ah, je sais pas pourquoi il me semblait que c'était toi, du coup. Non, c'est elle. Ah, voilà. Et là, je fais... Et elle fait... Et après, c'est fini. Et c'est jouissif quand toute la salle se met à rire avec toi. Mais nous, on était morts de rire parce qu'on se disait mais comment ils vont faire pour se sortir de là. Parce qu'en plus, c'était pas une répète. Non, c'était une représentation. Et c'est ce qui est incroyable dans le théâtre. C'est qu'en fait, dans le cinéma, tu peux le faire jusqu'à ce que ça soit parfait. Dans le théâtre, tu cultives l'imperfection. C'est très beau ce que tu dis. C'est très juste. Tu cultives l'imperfection. En tout cas, tu cultives cette immédiateté. Et c'est extraordinaire parce que aussi, tu apprends à laisser aller. Ouais. Bien ou pas, tu le fais, c'est tout. Et en fait, t'es trop content d'être tombé le soir où il y a eu un fou rire. Bien sûr. Parce que du coup, t'as vécu un truc de fou. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que le théâtre est, à mon sens, tellement exigeant en termes de technicité. Ouais. Caméra, attention, le métier d'acteur, c'est un métier formidable et ça demande des milliers d'heures de travail. Mais il y a quand même ce truc au théâtre où si tu n'as pas la base technique, si tu n'as pas ton exigence technique, tu ne passeras pas le pas de la scène.
tu as des acteurs de cinéma que tu ne verras jamais au théâtre. Ah, mais c'est sûr. Mais aussi parce qu'il faut y aller, de monter sur scène. Bien sûr. C'est quand même C'est une grosse prise de risque. c'est un stress énorme. Tout peut arriver et il y a des gens devant toi pour le voir. Complètement. C'est vraiment... Et on est sur des carrières où c'est quand même très fragile. Et parfois, on se dit, punaise, ma carrière peut s'arrêter là, quoi. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Ouais, et en même temps, au début, tu peux avoir tendance à avoir envie de dire oui à tout. Oui. C'est On bien. a tous ce truc-là, dire oui à tout au début. Je l'ai eu. Je l'ai encore, attention, je ne vais pas parler comme un vieux routard. J'ai encore ce truc de dire oui à tout. Mais je mets en priorité ma question de l'énergie. Donc, je dis moi oui à tout maintenant. Déjà, les projets non rémunérés, maintenant, c'est très rare. Ça arrive. Là, la semaine prochaine, j'ai une audition pour un projet qui n'est pas rémunéré. Mais si je suis pris, je sais qu'il y a des ambitions derrière. Il faut qu'il ait du sens. Il faut qu'il y ait du sens et qu'il y ait des ambitions aussi. Mais sinon, déjà, quand tu commences à dire non à ce qui n'est pas rémunéré, déjà, tu t'enlèves beaucoup. Hein. Beaucoup. On va pas se mentir. Ça fait un sacré tri. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà un moment, pour justement faire le parallèle avec les études que tu as fait avant et tout ça, est-ce qu'il y a c'était déjà arrivé depuis que tu as fait ce choix d'être comédien, enfin en tout cas de vivre de ta passion artistique, est-ce qu'il y a déjà eu des jours où, un peu déprimé, tu t'es dit mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis pas restée faire ma vie de haut fonctionnaire et juste gagner mon salaire tous les mois tranquille? Enfin, pourquoi je fais ça? Absolument tous les jours. C'est vrai? J'exagère. Beaucoup. En fait, j'ai compris qu'être artiste, c'est tout le temps douter. C'est marrant, j'aime beaucoup Astier parle... Parce que j'ai toujours des problèmes, même encore aujourd'hui, à me définir. C'est toujours un peu vertigineux pour moi. Parce que je suis passé d'un monde où, voilà, d'un point de vue social, c'est une réussite. Voilà, Sciences Po, ENA... Il y a ce truc de... Donc, il y a une espèce d'admiration, entre guillemets, admise à ça. Et en fait, souvent, je me souviens quand j'ai eu ma cérémonie de diplôme à l'ENA. J'ai rencontré des anciens directeurs pédagogiques, tout ça. Et alors, Louis, on s'est quitté. Tu étais attaché parlementaire et élu. Alors, t'en es où maintenant? Comédien. On est d'accord qu'il n'y a pas de transition. Il y a un élément qui manque. Ouais. Et du coup, ouais, il y a des fois, j'ai ce truc-là qui revient. Et je parlais d'Astier. Astier dit, quand on me demande ce que je fais, je réponds que je bricole. C'est la meilleure réponse. C'est vrai. Je bricole. Et je pense que c'était ça. En fait, au début, et c'est en train tout doucement de s'effacer, mais j'ai ce truc de devoir rassurer. Je sais pas pourquoi j'avais envie de rassurer la terre entière, à commencer par mes parents. Et te justifier Et aussi. me justifier. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se justifie. C'est gênant. Enfin, pardon, je suis un peu dur avec moi, mais je trouve ça gênant, quelqu'un qui se justifie. Non, parce que, alors, je fais comédien. Mais j'ai tourné. Bon, là, c'est un cours, mais ça, c'est pas distribué. Mais je vais à Gavo. Ouais, bon, après, c'est dans 2 semaines. Mais et il y a un truc de... Et je fais ça. Et j'écris. Hein, et puis, j'écris. Hein, mais t'as pas besoin de justifier, en fait. En fait, si on te demande de te justifier, c'est qu'il faut que tu changes de personne autour de toi. Bah, oui. Bon, il y a eu des tris, hein. Du coup, il y a des gens qui, par plus ou moins... Je pense pas... Personne m'a vraiment fermé la porte, mais je sens qu'il y en a qui, bon, viennent moins vers moi. Je me souviens encore de ma grand-mère qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et même jusqu'à la fin, j'allais la voir et tout, elle me disait « Mais alors toi, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Et comprenait. Et jusqu'à la fin, je lui expliquais, elle comprenait pas. Elle disait, mais Léna, ça mène au théâtre? Je dis, non, mamie, attends, je t'expliquais. Mais je trouve ça marrant aussi de voir à quel point, du coup, tu t'es auto-persuadé que tu allais faire cette vie politique et tout ça, et comment un jour, juste sur un craquage, tu dis, en fait, non. Oui, c'est-à-dire, il y a... Alors, c'est vrai que je m'entends quand je le raconte, c'est vrai qu'on dirait que c'est un truc qui vient du jour au lendemain, mais en réalité, non. On y pense de plus en plus, et à un moment, ça devient trop fort, et on se dit qu'il faut basculer dans ce truc qu'on aime. Et il y a un moment, on le fait, c'est tout. En fait, on le fait. Je pense qu'on va arriver sur la fin du podcast. Tu m'étonnes. Ça fait combien de temps, là ? Ça fait 1h58. Waouh.
Avant que je te pose la dernière question, est-ce qu'il y a une partie de ta vie qu'on n'a pas assez explorée que tu veux rajouter? Arrête. Allez, 3e partie. Non. On a fait un tour. Non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ce n'est que je me sens reconnaissant. Et voilà, y compris envers mes parents. Ouais. C'est beau ça. Mais je le pense. Ils me comprennent pas toujours, hein. Mais dans le fond, ils comprennent parfaitement. Parce que chacun dans leur façon d'être sont des artistes. Juste que c'est des artistes qui s'ignorent, c'est tout. Ouais, comme beaucoup de gens qui rentrent dans les cases de la société. Complètement. La dernière question du podcast, c'est si toi aujourd'hui, avec ce choix de vie que tu as fait, de vivre de ta passion et d'être justement aligné, tu pouvais parler au petit Louis sur l'île de Noirmoutier qui sait pas trop ce qu'il veut faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de ne surtout pas... de surtout y croire. Que on va y arriver et que en fait tout ce qu'il ressent c'est normal et qu'en fait juste le chemin va arriver au bon moment, c'est tout. De ne pas cesser de ne pas cesser d'y croire que ça va arriver. Ça va arriver, c'est tout. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci beaucoup à toi, Justine. C'était un plaisir. Plaisir partagé. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.